Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est la première fois que vous avez la vidéo na biso abonnez-vous. Bienvenue, je sais que vous attendez cette émission réplique, plutôt explication, mais également on va parler de la République démocratique du Congo, état des droits, où en sommes-nous aujourd'hui, avec l'homme qui murmure à l'oreille du président en matière de droit, en matière juridique, mais aussi dans des missions parfois compliquées. Ce soir, il va répondre à des affirmations de notre invité d'il y a à peine 2 jours sur la Cour constitutionnelle, mais également sur la situation qui prévaut aujourd'hui dans notre pays. Voici l'invité du jour, les conseillers chargés des missions du président de la République, Taylor Lubanga. Bienvenue, monsieur les conseillers. On fait comme ça maintenant. Oh, merci. Comment vous allez? Je vais bien vous-même. C'est un grand plaisir de vous recevoir ici. Plaisir partagé. Tiré à 4 épingles. Ah, mais vous-même, vous êtes très bien habillé, merci beaucoup. En tout cas, très content de vous recevoir parce que cette émission est tellement attendue. J'ai reçu, jusqu'à ce que je monte sur ce plateau, 65 questions. Ça veut dire que le public attend de vous beaucoup de réponses. Je veux me déployer à satisfaire le public. Le fauteuil est à vous. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très content parce que on dit très souvent que les conseillers du président de la République ne viennent pas sur les plateaux de télévision, ne défendent pas le président Fachi, sa communication pose problème. C'est comme si le président n'avait pas des gens qui ont de la matière, qui sont courageux. Qu'est-ce qui explique que vous avez pris ce pari de venir sur le plateau de Télé 5 ans? Merci beaucoup pour la question, d'abord aussi pour l'invitation. Le président de la République est un homme d'approche activiste, mais plutôt fondé sur les résultats. Il n'aime pas lui-même trop communiquer, mais il aime que ce qu'il fait le soit, que sa communication soit plutôt les actes de ses promesses, mais aussi de ses découvertes d'un Congo profond, totalement en délabrement. Il faut beaucoup travailler. Il faut ici concevoir des plans qui soient des plans pragmatiques et programmatiques et qui permettent rapidement à notre peuple, dans ce contexte difficile, de voir son quotidien totalement amélioré. Et cet exercice, cette façon de voir la gouvernance ne demande pas plus de bruit que d'action. Et je pense que c'est ce qui a caractérisé le cabinet pendant ces quelques années. Mais il faut tout aussi reconnaître les efforts, parfois isolés, de la cellule de communication, mais aussi de ceux qui pensent dire très tôt ce que le président est en train de faire. La communication, elle est là, mais elle n'est pas aussi une communication populiste au sens exagéré, mais une communication, on va dire, qui suit de manière presque pas totalement ce que le président fait, alors qu'il a beaucoup fait dans ces On va en parler tout à l'heure, ans. parce que je vous ai fait venir, c'est d'une part pour qu'on puisse essayer de comprendre les options levées par le président Tshisekedi, la manière dont il fonctionne, notamment dans le domaine juridique, l'état des droits, beaucoup de décisions qu'il a prises, etc. Mais il faut faire connaissance un peu avec vous. Ici au Congo, on vous connaît comme professeur de droit. Vous avez été ici pour des analyses, notamment sur Télé 50, sur des textes, sur les choses de la vie. Mais si quelqu'un vous ait demandé à vous présenter à titre personnel, avant qu'on puisse voir le portrait que nous ici on a réalisé à Télé 50, Taylor Lubanga peut se résumer en quoi? Taylor Lubanga est un Congolais. Congolais né au centre de la République. Congo profond, Kassai central, Kananga,
j'ai fait mes humanités, que j'ai terminé trop jeune. Je suis arrivé à l'université à 17 ans, j'ai terminé avec des mentions très appréciables, retenu assistant, premier mandat, deuxième mandat. J'ai prêté serment comme avocat. Je me suis très vite inscrit à l'université, plutôt en Belgique, avec cette collaboration interuniversitaire, la coopération interuniversitaire, où nous avions des formations en Belgique et au Congo afin de parachever les études postdoctorales. Et j'avais plutôt eu la plus grande distinction, c'est-à-dire la mention, la toute dernière mention qui puisse exister dans la cotation au niveau doctoral, la plus grande distinction. Depuis ce moment-là, je suis retourné évidemment à la CRE, parce que j'avais commencé la CRE trop jeune comme assistant, et j'ai enseigné beaucoup de personnes. Oui? J'ai enseigné beaucoup de personnes. Quelle matière? J'enseigne les droits des affaires, j'enseigne les droits fiscaux, les droits du commerce international, j'enseigne également les droits des prix à l'université de Kinshasa, à l'UPC. Je suis le seul d'ailleurs Congolais chargé de secours pour toutes les universités qui soient viables dans ce pays. Le droit des prix, je donne le droit commercial, je donne le droit des assurances à l'université de Kinshasa, qui est mon université d'embauche, mon employeur principal. Et donc, je suis avocat au barreau de Kinshasa-Gobé depuis 2008. J'ai suivi des formations postdoctorales, j'ai des formations en stratégie politique, j'ai des formations en gestion d'actifs et des conseils aux investissements. Je demeure très engagé à la recherche. Je suis enseignant-chercheur et voilà. Vous avez publié un peu quand même? Mais enfin, publication, j'en fais. Je suis professeur full. Je suis full, pas parce que je suis plus vieux, pas parce que j'ai l'âge de le devenir. Je suis full par mes publications. J'ai publié des livres, je crois que c'est le tout premier livre en droit bancaire et financier congolais, où j'étais à la quête d'une véritable marchéisation financière en RDC, parce que le Congo n'a pas un véritable marché financier. Et l'option prise dans ma recherche sur la question du droit bancaire et financier était de voir de quelle manière l'on peut arriver justement à doter ces pays d'un véritable marché financier. Et c'est le tout mes livres qui, de mon point de vue ou du point de vue des chercheurs, permet aujourd'hui de dégager les axes qu'il faut pour un raisonnement cohérent en droit bancaire et financier. J'ai des articles sur la gouvernance dans les pays en conflit, sur la médiation, et beaucoup trop d'articles dans des revues aussi nationales que régionales. Alors laissez-nous vous présenter enfin le travail que la rédaction Télé 50 a fait vous concernant. Et je vais revenir tout à l'heure sur ce qui nous réunit. Parce qu'il y a eu beaucoup de débats. À cette place étaient il y a quelques jours les députés nationaux de Sessanga, avec lesquels on a parlé, notamment de la Cour constitutionnelle. Vous allez nous répondre. Voici donc l'invité du jour, Taylor Lobanga. Impressionnant. Mais formidable. Formidable. Vous êtes totalement possesseur d'un capital expertal impressionnant. Je ne m'y attendais pas. Et alors, parlons-en un peu de vous, parce que quand on voit ce parcours, on a l'impression que le président Tshisekedi a la chance d'avoir un expert, un juriste. Allez, je vais pousser le bouchon. Quelqu'un de chez lui. Ça veut dire qu'il n'est pas mal entouré, le président Tshisekedi. Non, il n'est pas mal entouré. Il est entouré de beaucoup d'expertise, aussi bien de chez lui que d'ailleurs. Le président Tshisekedi, contrairement à ce que les apparences donnent, il n'est pas trop attaché à la tribu. Il n'est pas attaché à la tribu? Non, c'est une véritable... On dit qu'il a nommé trop de Kassaïens. Une véritable confusion, mais non, parce que les Kassaïs, c'est quoi aujourd'hui? Les Kassaïs, c'est plus de 5 provinces aujourd'hui, les Kassaïs. Les Kassaïs est un espace qui comprend aujourd'hui plusieurs provinces. Ceux qui parlent des Kassaïs, ils parlent de quels Kassaïs, par exemple? Mais aussi, il existe des Mutombo dans les Bas-Congo. Est-ce que vous savez que le président de la Cour d'appel s'appelle Mutombo? Oui. Mais il n'est pas du Kasaï. Ah bon? Mais oui, renseignez-vous, il est du Grand Bandundu. Les noms ne reflètent toujours pas les origines des personnes. Les noms se ressemblent, se croisent. Il existe des Mouteba, oui, dans les Katanga. Mais par exemple, le monseigneur qui a organisé la l'archevêque qui a organisé le forum du Katanga, oui, ça s'appelle Mouteba, mais oui. Vous avez également dans les Kasaï, dans l'espace Kasaï. Et donc, il a beaucoup
disons, des Donc les noms collaborateurs. ne veulent rien dire. Ne veulent rien dire. Il y a beaucoup de tribus, de provinces qui sont autour du président et qui font du travail impressionnant. Ce qui n'est pas fait, c'est la publicité autour de ces personnes. Mais aussi, nous ne voulons pas stigmatiser un espace. Nous voulons et nous nous disons, ça c'est le discours du président de la République, qu'il est là pour la nation congolaise, pas pour sa province, encore moins pour sa tribu. Alors, on a eu du mal à trouver suffisamment d'images sur vous. C'est un profil volontaire, voulu, de votre part, ou c'est parce que vous ne voulez pas vous faire remarquer? Donc je pense qu'il faut évoluer dans l'ombre. C'est un exercice aujourd'hui auquel se livrent beaucoup de personnes, de vouloir tout étaler et de tout dire. Mais moi je pense que le profil sobre, mais largement explicatif, est le meilleur qu'il soit pour préserver certains détails qui n'ont rien à voir avec le public. La dimension intime est tout aussi importante que la dimension professionnelle. Parce que le mythe travailliste, je veux dire le temps de travail, occupe parfois la moitié de notre temps. Nous avons aussi les temps ludiques, nous avons aussi les temps, je veux dire, de loisirs, le temps de consolation. Tout ceci participe de la vie d'une personne. Mais il ne faudrait pas que tout ce que l'homme est Mais comment expliquer dans que ces autres dimensions soit mis au public? Certains conseillers excellent dans l'exubérance. Ils deviennent eux-mêmes contrôleurs du gouvernement. Et même ils suivent les dossiers sur le terrain. C'est ça qui choque les gens. Bon, je n'ai pas de cas. Je n'ai pas de cas, mais il faut tout aussi reconnaître que le rôle d'un conseiller, c'est d'assurer le suivi des dossiers. Ne pas se mettre devant le ministre. Non, jamais ils ne le feront pas parce que ce n'est pas leur travail. Il existe un gouvernement chargé de l'exécution. Et il y a des conseillers du président de la République dans le domaine qui ont parfois des relations avec les questions gouvernementales, qui sont chargés d'assurer le suivi des dossiers auprès des ministres. Parce que les dossiers sont, comme vous devez le savoir, et vous le savez d'ailleurs mieux que beaucoup de gens, étant donné votre grande capacité à comprendre, à traverser les régimes, que c'est le gouvernement qui est le centre de décision. Mais maintenant, l'implémentation des décisions, le suivi de leur exécution est l'œuvre, évidemment, de ces ministres. Parfois, ils ont besoin qu'ils soient rappelés, qu'il leur soit rappelé, évidemment, d'accélérer, de respecter les délais, afin que les résultats soient reluisants. Et donc, il ne s'agit pas là, pour un conseiller, de se mettre au même niveau que les membres du gouvernement, mais plutôt de rappeler au nom du chef de l'État, s'il a ce mandat de lui, ou si de par ses fonctions, il est dans l'équipe de suivi, d'assurer le suivi pour le bien-être de tous les Congolais. Vous savez que cette émission est très suivie. Je pense. Nous sommes en direct. Je pense. Et il y a énormément de questions. On va y aller étape par étape. Expliquez-moi un peu, et nous, expliquez-nous, c'est quoi l'état des droits? Vous êtes juriste. Les gens ont l'impression que c'est un concept creux qui a du mal à s'installer. Quand le président Tshisekedi arrive avec ces concepts hérités de son père, c'était pour pérenniser ce que son père professait, ou c'est parce que lui-même, il croit en l'état des droits? C'est quoi l'état des droits? Il existe mille et une manières de définir l'état des droits. Mais s'il faut considérer l'approche prosaïque, sinon tout le monde, l'état des droits, c'est un état dans lequel la loi est au-dessus de tout. Tout, c'est-à-dire tout ce qu'on fait, tout ce qui existe. C'est dire que l'homme est soumis à l'autorité de la loi. C'est dire un état dans lequel les hommes, et ça c'est l'expression chère au chef de l'État, n'ont pas peur d'individus mais de la justice. Le président de la République revient à plusieurs reprises sur cette philosophie qui est sienne. Il me dit alors, je rêve d'un État dans lequel l'homme n'a pas peur de moi, président de la République, mais plutôt de la justice. Mais on peut déduire de toutes ces définitions, de toutes ces généralisations compréhensionnelles, que l'état de droit, c'est un état dans lequel l'homme est en dessous de la loi. L'homme en dessous des droits? Oui, en dessous de la loi. Est-ce qu'on peut croire aujourd'hui que tous les Congolais sont en dessous de la loi?
Bien sûr, aujourd'hui, les Congolais sont en dessous de la loi, sinon soumis à l'autorité de la loi. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il peut exister quelques cas très isolés, mais lorsqu'ils sont signalés, ils sont très vite normalisés. Sinon punis. L'approche de la gouvernance judiciaire du président de la République, c'est de voir tout homme respecter la loi et donc se soumettre à l'autorité de la loi. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des préférences? Est-ce qu'il protège les siens? Le président n'est pas protecteur des malfaiteurs. C'est tout un grand défaut pour le président de la République. Il s'immisce de moins en moins dans la gestion des questions judiciaires. C'est même pas ce qu'il veut. Autant il ne l'a pas fait avec ses proches collaborateurs, dont on connaît le sort, disons... Oui, on a parlé de l'ancien directeur des cabinets. Justement, dans les démêlés avec la justice, le président a une approche, en tout cas totalement indépendantiste de la justice. Il est aussi respectueux de la justice qu'il l'est de la Constitution. Voilà pourquoi vous êtes son collaborateur. Quand vous avez des problèmes, monsieur, vous irez vous présenter au juge. Ah oui? Ah, mais vous irez vous présenter au juge. Il ne protège pas les malfaiteurs, mais il n'est pas non plus celui qui est complaisant vis-à-vis des accusations fausses ou des montages des personnes qui, pour des raisons qu'il n'explique pas, portent des accusations à tout le monde. Vous savez, aujourd'hui, les conseillers du président de la République sont au centre de plusieurs montages des faits. Ah oui? Il a fait ceci, il a fait cela. Mais quand vous demandez la moindre preuve de ces allégations, aucune ne vous est apportée. Or, une accusation, sinon le demandeur, l'accusateur doit apporter la preuve de son accusation. Ne pas le faire, c'est tout simplement de la distraction. Il n'existe pas de justice, de procès sans preuve. Professeur Lubanga, l'actualité aujourd'hui, c'est cette information qui est tombée ce soir. On a convoqué le Congrès pour déterminer le prochain président de la Cour constitutionnelle. Nous avons reçu ici le député Sessanga qui nous a expliqué que ce processus de désignation des membres de la Cour constitutionnelle a été biaisé dès le début et même s'est empiré maintenant, notamment le phénomène de tirage au sort. Et ma foi, si toute cette partie a été très commentée, on a beaucoup coupé des extraits diffusés à travers le monde. Je sais que bien avant cette émission, il devait y avoir un débat. Peut-être que ce débat viendra un jour, vous et lui. Mais j'aimerais ici que vous nous précisiez un tout petit peu, est-ce qu'il a pêché, lui, les députés Sessanga? Et quelle est la vraie version sur les tirages au sort, la nomination, s'il y a nomination, ou l'envoi à la Cour constitutionnelle de ces 9 juges? C'est quoi la vérité? Je voudrais être très précis sur cette question. D'abord, d'entrée de jeu, c'est moi qui ai invité Denis Sessanga au débat parce qu'il s'est proclamé la paternité de la Cour constitutionnelle, des textes, à l'époque des Camérés, des textes justement pourtant éclatement de la Cour suprême, il a rédigé de la Cour suprême, qu'il a rédigé. Oui. Jean-Marie, il a existé dans ce pays ce qu'on appelait PARJ, Programme d'appui à la justice. Pierre Kaniké est en vie quand Laurent Bika est décédé. Professeur Akele Ado, nous l'appelions Ado, son nom c'est Adaou, est mort. Ceux qui connaissent le droit congolais savent de qui et à qui j'ai fait allusion. Luzo Lubambi est en vie. Il avait été demandé par le gouvernement à la commission permanente des réformes du droit congolais de rédiger les textes relatifs à l'éclatement de la Cour suprême de justice. Pourquoi? Parce que les Congolais avaient manifesté leur intention de changer l'ordre ancien par le référendum des 18 et 19 décembre 2005. Les Congolais avaient décidé de changer cet ordre ancien en séparant, c'est leur volonté, les contentieux constitutionnels du contentieux administratif et judiciaire. Comment un député, soit-il érudit,
pouvait-il simplement, lui, rédiger la loi sur la Cour constitutionnelle et laisser pour compte la loi sur le Conseil d'État? Ah, le Conseil d'État. Mais évidemment, il fallait également faire la même chose. C'est ce qui a été fait. J'étais conseiller de Luzolo Bambi à l'époque. Les membres de cette commission ont fait des tours à l'étranger, en France comme en Belgique, pour pouvoir étudier les systèmes constitutionnalistes, administrativistes de ces pays, en termes de la juridicité, et de pouvoir concevoir les modèles qui soient tropicalisés, qui soient conformes à nos mœurs, à nos réalités. Et le texte avait été déposé à l'époque. Le texte existait précédemment. Précédemment avait été déposé, mais non aligné. Pourquoi? Parce que le calendrier électoral n'avait pas permis, évidemment, au Parlement d'aligner ces textes-là en ce moment-là. Bon, j'ai entendu, lors de l'émission, de l'entretien qu'il a eu avec vous, reconnaître que les documents du gouvernement avaient servi de documents de travail. Mais je vous dis, je vous en parle, je vous cite les auteurs de ces documents. C'est des personnalités, formateurs, déformateurs. Notamment. Mais enfin, c'est les sommités de la formation du droit dans notre pays. J'ai entendu dire qu'il était docteur en droit de l'université de Grenoble. Mais quand je regarde la carte de la France, Grenoble, c'est à la porte de la Suisse. Et donc, c'est une université de la campagne. Vous savez, les questions de droit, c'est tout droit constitutionnel. Grenoble, dites-vous, c'est... Mais c'est une université de la campagne, c'est la périphérie de la France. Vous êtes resté longtemps en France. Absolument. On ne peut pas vanter un diplôme d'université de la campagne. Évidemment, il n'est pas un sorbonnard. Je vous dis ceci, le droit ne s'apprend pas, disait qu'il était dans la campagne. Parce que toute la différence, c'est que les grandes questions de droit se traitent dans des capitales. La sensibilité des questions de droit se remarque dans des capitales, pas dans la campagne. Parce que dans la campagne, vous savez, les métros, ça prend du temps. Les questions sont édulcorées par la distance. Professeur. Donc, je voudrais ici, lorsque quelqu'un s'est dit docteur en droit, qu'il vous produise l'arrêté d'équivalence. Parce que, avec le régime libertaire français, certaines campagnes se dotent des systèmes éducatifs particuliers, la France étant libertaire. Et vous savez tout aussi, je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Sur cette question-là, je voudrais que l'opinion le sache. C'est moi qui l'ai invité au débat. Il a changé de thématique parce que je voudrais bien lui dire qu'il n'est pas père de ce texte-là. Et vous confirmez qu'il n'est pas l'émanation de cette loi sur la Cour constitutionnelle? Mais déjà, il dit, le texte a été déposé, même promulgué. J'ai entendu après qu'il a été ramené. Je n'arrivais pas à cerner la pertinence de sa communication. Autant que vous-même, autant que tous ceux qui l'ont suivi, sur cette question-là de paternité. J'insiste, les archives existent. Le professeur Balanda, aujourd'hui, préside cette commission. Vous pouvez l'inviter, il va vous le dire. Parce que les archives existent. Mais il a reconnu, et c'est un paradoxe tragique d'une dérive, évidemment, récupérationniste. Mais le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème, c'est est-ce que ce qui se passe est-il conforme ou non à la légalité constitutionnelle ou réglementaire? Et c'est la question de tous ceux qui nous suivent en ce moment. Parfait. Est-ce que... Et j'explique. Oui. Jean-Marie Kassamba. La Cour constitutionnelle a été installée un samedi 4 mars, contrairement à ce que les gens disent, 2015. Samedi 4 mars 2015, au Palais du Peuple. Ce n'est pas le 4 avril, c'est le samedi 4 mars 2015 au Palais du Peuple. Précision. Cette Cour, lorsqu'elle est installée pour la première fois, elle avait 9 membres, dont les amputés en dernière minute, Luzolo Bambi, est remplacé par son frère du terroir, le professeur Jean-Pierre Mavungo, ancien ambassadeur de la RDC auprès de l'Union européenne, avec lesquels j'ai eu des relations professionnelles. C'était d'ailleurs Dirkaba du président Minako. Mais voilà, non, Dirkab, il était le Dirkab. Dirkab, oui. Le président Minako, Dirkaba fit un autre. Oui. Et donc, à cette époque-là, l'on pouvait bien compter 3 ans et 9 ans. Le tirage au sort attendu, 3 ans plus tard, comme levé la Constitution, n'a pas été organisé. Pourquoi? Parce qu'il y avait, selon les arguments qui avaient été rendus publics, les démissions successives. Banyakou et Essambo avaient démissionné pour des raisons que vous et moi ne connaissons pas. Mais il fallait pourvoir à leur démission. C'est ce qui justifiera ce qui s'était passé en ce moment-là, que l'on peut considérer comme un glissement parce que les tirages de sort n'avaient pas eu lieu.
et que plus tard, la Cour se contentera de ces pharisaïsmes qui avaient eu lieu et les choses se sont passées comme si de rien n'était, comme si la Constitution n'existait pas. Le prochain tirage au sort devrait intervenir un mois plus tard, avant la fin, donc en 2021. Qu'est-ce qui se passe? En 2021, le membre de la Cour constitutionnelle confectionne un PV, soi-disant d'arrangement, d'harmonisation, qu'ils veulent continuer, qu'ils se sont entendus de continuer. Et ils continuent. Ils organisent leurs élections, ils désignent leur président. On s'est dit, mais comment peut-on passer du glissement au comité des saluts corporatistes, c'est-à-dire les comités des personnes membres d'une corporation qui négocient par eux-mêmes et pour eux-mêmes une disposition constitutionnelle prévoyant les renouvellements par tirage au sort, en convainquant ou en tentant de convaincre qui veut les entendre de leur volonté à pouvoir continuer sans tirage au sort. Est-ce qu'il y a eu tripatouillage? J'en arrive. Oui. C'est ça le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu évidemment des changements au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a eu des départs qui ont été évidemment comblés par le mécanisme constitutionnellement établi. C'est le mécanisme de l'article 2 de la loi numéro 13/026 du 15 octobre 2013 qui prévoit l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire les membres qui, eux, avaient été évidemment amenés à quitter la Cour pour des raisons qui leur étaient propres. Comme le président qui était malade, qui avait démissionné. Évidemment, qui a démissionné, des raisons qui leur étaient propres, avaient été remplacés conformément à l'article 2, c'est-à-dire par l'autorité de désignation, c'est-à-dire les camps du président de la République sur son initiative. Le Parlement n'a pas connu de problème, c'est la mort de... On va y arriver, mais aussi les conseils supérieurs de la magistrature. Ils ont été remplacés pour continuer les mandats. Et c'est le cas du président Kalouba, qui, lui, en remplacement de Luamba, s'est vu doté du statut de membre de la Cour constitutionnelle. Qui dit la loi? Et c'est là où votre invité a péché. En quoi il a péché? Il a péché parce qu'il a dit, après le deuxième tirage de sort, il n'y a plus rien comme tirage de sort. C'est faux. Comment ça? J'explique. C'est faux pourquoi? Parce que le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est constitutionnel. Vous n'avez qu'à lire... De 9 ans. L'article 158, c'est de 9 ans. C'est constitutionnel. Aucune loi ne peut recevoir application lorsqu'elle est contraire à cette disposition de la Constitution. Pourquoi? Parce que la promulgation de tout texte juridique dans notre pays passe par l'état-misage de sa constitutionnalité. Et lorsque ces dispositions ne sont pas conformes à la Constitution, le président ne les promulgue pas. C'est le cas de le dire. Mais il ne promulgue pas parce qu'avant de promulguer, le texte passe au contrôle de la constitutionnalité. Ce texte est passé au contrôle de la constitutionnalité. Il prévoit, évidemment, je suis très désolé et très déçu, de voir un juriste combiner les dispositions des titres organisationnels de ceux des titres portant mesures transitoires et finales. Mon Dieu, mais où sommes-nous? Où sommes-nous? Quelle combinaison? C'est une combinaison inacceptable. Les titres qui prévoient les mesures transitoires et finales, est un titre qui consacre la gestion finale de l'implémentation de l'institution. C'est-à-dire la consolidation d'avant la fin ou le parachèvement du processus institutionnel. On ne peut pas les combiner, ces dispositifs-là, des dispositions qui, elles, portent organisation de l'institution. En d'autres termes, lorsque l'article 6, D6 et 8 prévoit que les membres de la Cour constitutionnelle sont tirés au sort chaque 3 ans, ça c'est l'article 6. Et lui, il vous dit après, il n'y a plus rien. Non, la réponse est à l'article 8. Qu'est-ce que dit l'article 8? L'article 8 dit, lorsque un membre est nommé, je suis très sérieux, en remplacement de celui qui a quitté la Cour, il achève son mandat. Tous ceux qui sont nommés après, leurs mandats finiront après 9 ans. À compter, donc personne de ces juges
ne peut aller au-delà de 9 ans. Non, ils n'iront pas au-delà parce qu'ils viennent en parachèvement des mandats de ceux qui les ont précédés. C'est l'article 8 qui indique d'ailleurs qu'ils viennent en parachèvement de mandats. Mais comment est-ce que Kaloubé est passé? Il n'a pas fait 3 ans. C'est parce qu'il a achevé le mandat de Luamba. Sinon, il ferait 8 ans ou 3 ans. Il a achevé le mandat de Luamba. Mais il est tiré au sort parce qu'il achève le mandat de Luamba. Il est tiré au sort pour ça, mon Dieu. La réponse est à l'article 8. Punition, Non, aucune punition. L'article 8 est clair, on peut le lire si vous voulez. L'article 8 prévoit que le membre qui est nommé en remplacement de celui qui sort ou celui qui est indisponible achève le mandat de celui-ci. Mais il peut être nommé s'il a exercé les fonctions pour lesquelles il a été nommé pendant au moins 3 ans. C'est ça la réponse. C'est comme pour dire, si nous en tenons à l'interprétation dangereuse de votre invité, oui. C'est-à-dire qu'après ces tirages de sort, tous ceux qui sont de juges à vie. Et donc ils peuvent rester. C'est ce qu'il vous a dit. Et c'est très grave. Il doit relire la loi. Mais il s'en réclame auteur. Il doit relire la loi. Parce que le mandat est dans la Constitution. L'article 158. Ce mandat est de 9 ans. Aucune loi ne peut prévoir les contraires. Un autre mensonge. Lorsqu'il dit le juge nommé, ils sont pour le mandat de 3 ans, de 6 ans et de 9 ans. Oui. C'est erroné. Aucun juge ne nomme pour un mandat de 3 ans. Aucun juge. Jean-Marie, je suis très sérieux. Aucun juge n'est nommé pour un mandat de 3 ans. Pourquoi? Parce que la Constitution dit qu'ils sont pour un mandat de 9 ans. Mais qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est ce qui devrait arriver. Et ce qui devrait arriver, c'est quoi? C'est le mécanisme de renouvellement. Tous les 3 ans. Et donc, tous les 3 ans. C'est comme de la loterie. On est tiré au sort. On est tiré au sort, Jean-Marie. Ce n'est pas un mandat, mon Dieu. Ce n'est pas un mandat, ma foi. Faisons-nous quel type de droit? Voilà l'esprit campagnard qui accompagne certains juristes. Lorsque le droit s'apprend dans des capitales. Vous vous obstinez à ces qualificatifs. Non, mais c'est un esprit campagnard. Grenoble, c'est pas la campagne. Mais Grenoble, Jean-Marie, c'est à la porte de la Suisse. Mais je voudrais dire. Il y a beaucoup de montagnes à Grenoble. Mais je vous dis, Grenoble, ceux qui sont à Grenoble prennent des cigares et ils s'endorment. Je ne sais même pas s'ils terminent les études. Mais le vrai problème n'est pas un problème d'individu, c'est un problème de l'interprétation. Là, nous parlons rigoureusement dans l'intérêt de notre peuple. Nous devons former les peuples. La Cour constitutionnelle est un dispositif essentiel de notre démocratie. Est-ce que notre Cour constitutionnelle mais ce qui m'étonne, oui. Jean-Marie, ce qui m'étonne, et ce que je dois dire, c'est pourquoi cette intrusion du président de la République, pourquoi cette implication du président. Mais on dit que c'est le président qui fait des faits. Non. En son temps, non, mais Jean-Marie, c'est est entré, on a dit que non, Jean-Marie, c'est tout à fait faux. Qui s'est fait plaisir Monsieur le président oui. des journalistes de la province Kinshasa. C'est faux. C'est faux. C'est faux pourquoi? C'est faux parce que l'article 69 de la Constitution reconnaît au président le pouvoir de veiller au fonctionnement régulier des institutions. Il est les garants. Mais lorsque le gouvernement constitutionnel est absent, c'est que la République est en désarroi. Il faut des mécanismes antidérivières. On ne peut pas l'accepter. Le président de la République, face à cette irrégularité de la composition, vous savez que, rigoureusement, toutes les décisions rendues par la Cour constitutionnelle, pendant le temps du glissement, rigoureusement, sont des décisions attaquables. Oui, parce que rendues par une composition irrégulière. Est-ce qu'il faut-il risquer? Faut-il risquer? Oui. Est-ce que lui, il a respecté la Constitution? Mais voilà justement la bonne question. Le président de la République a invité les greffiers, pas les magistrats, le greffier en chef à respecter la Constitution. En lui disant, monsieur le greffier, vous avez oublié d'accomplir votre devoir constitutionnel. Organiser urgemment les tirages. Est-ce qu'il appartient au greffier d'organiser? Ou c'est le président de la Cour constitutionnelle qui L'article 116 et 6 reconnaissent les deux articles, la compétence au greffier en chef d'organiser les tirages au sort. Et d'ailleurs, dans une salle publique, les articles eux-mêmes ignorent les juges. Ah oui? Il n'y a pas, mais je vous dis, il n'y a pas de quorum. Il n'y a pas de quorum, Jean-Marie, il n'y a pas de quorum. Et oui, le président ne s'est pas adressé aux membres de la Cour constitutionnelle. Il s'est adressé à l'autorité chargée, sinon
à qui revient le pouvoir d'organiser les tirages au sort de le faire. Et c'est ainsi que le tête de cabinet, sur instruction du président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, sauveur de l'ordre républicain. Parce que, Jean-Marie, n'oublions pas que les chefs de l'État prêtent serment. Est-ce que là, il n'y a pas d'interventionnisme là? Non, il n'y en a pas. Il y a simplement contrôle de la régularité. Il mixé dans le bon fonctionnement de la justice. Non, il n'y a pas de justice là-dedans. Il ne s'est pas adressé au juge. Il faut qu'on se comprenne. Le président de la République, son courrier existe. Ce n'est pas son courrier, le courrier du cabinet du président de la République sur son instruction est adressé au greffier en chef. À qui revient le pouvoir d'organiser les tirages au sort? Ce qui part de la dictature m'étonne. Et je les comprends, simplement. Et l'honorable Sessang le dit? Eh bien justement, c'est justement là où je parle de l'esprit campagnard. Parce que le droit appris dans une capitale nous donnerait des aptitudes différentes de celles-ci. Comment peut-on reprocher à quelqu'un d'avoir bien fait? Il n'appartenait au président d'organiser les tirages au sort. La Constitution, les lois, aucune loi ne lui donne le pouvoir de l'organiser. Sinon, il l'aurait fait. Il l'aurait fait. Mais parce qu'il doit veiller à la régularité de la Cour constitutionnelle, parce qu'il doit veiller à son serment, de respecter, de faire respecter la Constitution et les lois de la République, il a demandé par le biais de son cabinet au greffier en chef de la Cour constitutionnelle d'organiser sans désemparer les tirages de sort. Est-ce que les corps judiciaires, c'est-à-dire le Conseil supérieur de la magistrature, tous ces grands juges, abondent dans le même sens que lui, comprennent que le garant de l'application de notre Constitution le fait correctement? Mais beaucoup de juges sérieux ont applaudi le président de la République. Je me réserve de citer les noms de juges parce que les juges, nous les avons lus, nous les avons lus dans les médias et dans des réseaux. Ils disent que c'est un homme particulier. Il ne s'est pas adressé à qui que ce soit. Lui-même s'est réveillé un jour, il dit, mais où sommes-nous? Est-ce que le tirage au sort a eu lieu? Après vérification, pas du tout. Pas encore. Il dit, mais il interviendra quand? C'est là toute la problématique de sauvegarder l'ordre républicain. Vous savez, les Congolais, par les tirages au sort, les Congolais ont voulu ce que les présidents préservent aujourd'hui. Les référés. Vous savez, la Cour constitutionnelle, Jean-Marie, parce que non seulement les Congolais ont voulu séparer les contentieux constitutionnels du contentieux administratif et judiciaire, mais aussi ont voulu renforcer l'indépendance de la justice. La Cour constitutionnelle est la seule institution qui concourt follement et titulement à ces renforcements-là. Pourquoi? Mais c'est parce que la Cour est composée de spécialistes pétris de compétences particulières, d'une part, qui sont des personnalités dont les modes de désignation et de renouvellement dérogent à toute règle passionnelle et émotive, et qu'ensuite la Cour est enrichie d'une expertise particulière, des conseillers référendaires. Quand vous lisez le titre 2 de la loi numéro 13/026 du 15 octobre 2015, qui porte orientation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, vous allez vous rendre compte que le juge référendaire vient juste après les greffiers. Parce que ce titre a 5 chapitres. Vous savez, la loi elle-même a 120 articles, avec 7 titres, dont le dernier est celui auquel l'on s'est référé inopinément, sans raison, sans rationalité, disons, voulue. Le problème ici, c'est que cette richesse, cette expertise des conseillers référendaires vient aussi renforcer l'ordre judiciaire constitutionnel. Et voilà pourquoi il faut sauver la Cour constitutionnelle, et le président l'a sauvée. Elle est sauvée aujourd'hui? Elle est sauvée parce que maintenant, elle sera régulièrement constituée. Qu'est-ce qui se cache derrière la convocation du Congrès au Parlement? Dans un état de droit, comme vous le savez, c'était par là qu'on a commencé cet entretien, c'est la séparation des pouvoirs. Le Congrès est un pouvoir législatif. Ils ont perdu. Je veux dire, un membre de la Cour constitutionnelle venait de décéder il y a quelques mois. Oui. Le juge Mongoulou, il s'appelait. Oui, Mongoulou, oui. Il est mort. Sénateur. Il était sénateur, il est mort. Il était désigné par les congrès, évidemment, pour assister, pour travailler à la Cour constitutionnelle.
Maintenant qu'il est mort, il doit être remplacé. Et pour le remplacer, l'article 2 de la loi, toujours la loi sur la conventionnelle, prévoit qu'il ne peut provenir que de l'autorité des désignations. Et en l'espèce, c'est le Congrès, donc le Parlement. Et donc, le Parlement, en se réunissant, il va lui aussi désigner un membre en remplacement de Mungulu. Alors aujourd'hui, question fondamentale, Maître Lubanga, est-ce qu'on peut penser que Félix Tshisekedi, président de la République, est respectueux des textes qui régissent notre pays? Je suis aujourd'hui, en comparaison de ce qu'il fait, très satisfait de ce qu'il fait en rapport avec les textes. Je suis très satisfait, pourquoi? Parce que le président de la République fournit beaucoup d'efforts, jour et nuit. Est-ce qu'il consulte? Jour et nuit pour que la légalité soit la guidance de l'action gouvernementale. Il tient beaucoup à la loi. C'est pourquoi il ne laisse pas faire les choses, comme le prétendent certains. Est-ce qu'il y a l'arbitraire dans la manière de mapper les gens, d'arrêter les gens, de les relaxer d'autres, de poursuivre certains? Est-ce qu'il y a de l'acharnement qui est fait dans le chef dans l'application de la justice dans notre pays? Vous savez, s'il y a quelqu'un qui s'en préoccupe beaucoup, c'est le président de la République. Ah oui? Ah, il s'en préoccupe, vous n'avez pas l'idée. Il n'aime pas l'acharnement. Les juges, aujourd'hui chez nous, constituent un pouvoir apparenté. La séparation du pouvoir, ces mécanismes ici, conçus par Baron Montesquieu dans son œuvre magistrale, permet que l'exécutif, sinon impose que l'exécutif ne s'immisce pas dans les fonctionnements des pouvoirs judiciaires. Et que les juges sont aujourd'hui indépendants. Et qu'ils apprécient les choses suivant leurs propres règles. Mais lorsqu'on apprend ce qui ne marche pas, le président de la République se réfère aux structures de gouvernance judiciaire, à la ministre, lorsque les plaintes arrivent au gouvernement, pour évidemment voir celle-ci, vérifier les faits et proposer des réponses. On vérifie les faits. Mais parce qu'il faut voir toutes les rumeurs, tout ce qui sort n'est toujours pas de vérité, n'est toujours pas vrai. Il faut vérifier les faits. Parce que vous savez, les réseaux sociaux, c'est un autre monde. C'est un monde aujourd'hui particulier. Il faut vérifier les faits. Il faut que ceux qui allèguent les faits en apportent des preuves. Et lorsque la preuve est apportée, le président ne recule pas. Il fait suivre les instructions pour respecter les lois. Parmi les questions qu'on m'a transmises, il y a l'état de siège. On me dit, vous les juristes, vous qui êtes autour du chef de l'État, vous l'avez mal conseillé. D'ailleurs, la commission justice et paix, enfin la commission sécurité et défense, voilà, la commission sécurité et défense au niveau de l'Assemblée nationale, dans une de ses résolutions, ses conclusions, a bien dit que cette opération était mal préparée et c'est pour ça que ça n'a pas réussi ou ça ne réussit pas. Et qu'à chaque fois on renouvelle, on renouvelle, on renouvelle. Les tueries continuent. Les Congolais vous suivent. C'est vous qui faites des notes pour que le président demande à l'Assemblée nationale pour qu'il puisse renouveler cet état de siège. Question numéro 1. Est-ce que vous avez bien conseillé pour qu'il fasse cet état de siège? Question numéro 2. Est-ce que vous évaluez les résultats sur le terrain? Question numéro 3. Est-ce que vous allez enfin lui demander de stopper cet état de siège pour donner, on va dire, la gestion de ces provinces, le Nord, Kivu et l'Ituri, aux civils? Merci beaucoup pour ces questions importantes. Il s'agit de la vie de nos compatriotes. Qui nous suivent. Qui nous suivent et pour lesquels j'ai beaucoup de compassion pour ce qu'ils vivent, ou ce en quoi ils vivent, qui n'est pas acceptable. Vous savez, Jean-Marie, dans ce pays, les gens oublient et oublient facilement. Les députés de l'espace est du pays avaient menacé et même quitté les plénières parce que le nombre de tueries avait dépassé un certain seuil. Les gens mouraient par centaines en 2, 3, 4 jours. Beaucoup étaient fauchés. Les écoles même fermées, les femmes violées, les femmes chassées de leurs champs. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait renforcer les mesures de sécurité. Il fallait
renforcer les mesures policières pour permettre une gouvernance qui soit capacitante à pouvoir davantage sécuriser notre population et permettre à celle-ci d'évacuer à ses occupations. Il a fallu tout aussi, et ça c'est un problème très, très sérieux, qui aujourd'hui est oublié, n'est pas ignorer l'exploitation minière qui devenait illicite dans ces zones minières de l'Est du pays. Et que ces rebelles profitaient, en complicité avec certains cadres politiques téléguideurs de choses à distance, pour pérenniser ces régimes d'insécurité. Quelle était ou quelle eût été la meilleure formule en ce moment-là? Face à cette forte demande, il fallait des mesures les plus fortes. L'état de siège a été l'une de celles-là. Aujourd'hui, l'on nous pose la question, pourquoi l'avons-nous institué? Oui. Comme si à l'époque, il y avait une autre solution qui était proposée et qui serait très bénéfique que l'état de siège. Donc, ils disent qu'il aurait fallu renforcer les FARDC, leur donner des moyens, peut-être des Mais l'état de siège, c'est les FARDC justement, mon Dieu. L'état de siège, c'est les FARDC. C'est à eux. C'est sur eux que revient ce pouvoir, mon Dieu. Mais avec un renforcement de moyens. Je ne sais pas si les Congolais comprennent le sens de leur question. Vous savez, Freud disait à Socrate, à l'occasion d'un entretien, des grands philosophes, un entretien justement sur l'amour, il dit, il faut connaître l'objet de la discussion. La plupart des personnes estiment connaître les choses. À mesure qu'ils avancent, ils en arrivent à n'être d'accord ni avec eux-mêmes ni avec les autres. Pourquoi? Parce que la maîtrise de l'objet de la discussion, de l'objet même de la question, fait partie justement de la maîtrise ou de la compréhension de la réponse. Vous allez continuer. Il y a une photo qui m'intrigue. Regardez cet écran. Ça, c'est au camp Tchad, ça. Est-ce que le président et ses forces armées, parce qu'il en a le commandant suprême, quels sont les rapports, les degrés de considération? Il est commandant suprême de ses forces armées qui l'obéissent. Les décrets sont des rapports, les décrets des rapports et c'est lui hiérarchique. C'est l'autorité hiérarchique de l'armée. Il leur fait confiance? Mais justement, on n'a que ça comme armée, Jean-Marie. C'est une armée républicaine qui doit être reconstruite, qui doit être réformée à la dimension des enjeux d'aujourd'hui. Vous savez, les gens s'étonnent quand le président voyage beaucoup. Il part au Burundi, il part en Zambie, il part en Angola, il part au Kenya. On se demande pourquoi il voyage beaucoup. Même quand il va au Burundi, il voyage beaucoup. Parce que c'est un site touristique, le Burundi. Non. Voilà. C'est justement à la recherche de vraies solutions au problème de la sécurité de ces pays. Le président est celui qui perd d'appétit et de sommeil lorsque ça ne marche pas à l'est du pays. Ces forces combattantes que vous connaissez, qui sont ce qu'elles sont. Mais nous n'avons que celles-ci, nous n'avons pas d'autres. Nous faisons avec. On leur donne suffisamment les moyens? On leur donne plutôt les moyens qui sont ceux qui disposent de la République. Et les résultats sont aujourd'hui aussi acceptables qu'il y a quelques années, sur le plan du déploiement aussi. Tout n'est pas mauvais. Il ne faudrait pas que la population considère ou ait l'impression que l'État est un échec complet, mais c'est faux. Ce sont, vous savez, c'est qu'il faut distiller ces informations du genre. Les élus, certains ça élus. ne marche pas, mais justement, il faut bien leur poser la question. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ce qui marchait hier, c'est la complicité avec des Chinois sans permis d'exploitation de mines et de l'or. Ça a changé. Mais je pense que c'est ce qu'ils regrettent aujourd'hui, ces gens-là. Ce sont des mécènes ou des protecteurs de groupes illicites d'exploitation de mines. Ils en profitent aussi. Ils en profitent. Mais voilà pourquoi aujourd'hui, avec l'état des sièges, ils n'arrivent pas. Où est le bilan? Comparons les bilans. Je n'ai pas dit que la paix est totalement rétablie dans la partie du pays. Mais les exploits réalisés, le nombre de batailles gagnées aujourd'hui dans la partie du pays, la stabilité qui est reconquise aujourd'hui dans cette partie de la République,
elle est de loin meilleure que la situation que nous avions il y a quelques années. Alors, il faut améliorer, cette armée doit être reconstituée. Mais je devrais répondre à une autre question. Vous avez demandé... La troisième. On arrête quand l'état de siège? Mais on arrête lorsque ça s'arrête. Ou lorsque nous avons une alternative beaucoup plus profitable, rentable, à la paix, rentable, que celle que nous avons d'état de siège. Parce que ce n'est pas une joie pour une république de beaucoup dépenser. L'état de siège coûte beaucoup au budget de l'État. Nous ne pouvons pas nous contenter de gaspiller de l'argent. S'il y a une solution moins coûteuse, mais qui soit sécurisante. Professeur, vous êtes très suivi en ce moment. On est en direct de partout. Et j'en suis très conscient. J'ai quelques questions qui tombent là, on vient de me les donner, en direct. Constant Baleké est professeur, comme vous, à l'université Cheikh Anta Diop, ça c'est au Sénégal. Il pose la question suivante: est-ce le président Kalouba est encore en bon terme avec les chefs de l'État Tshisekedi? Deuxième question, Marcel Kaniki, chef de travaux à l'université de Libreville, au Gabon. Pourquoi interpréter les articles du droit en faveur toujours du président de la République, Félix Tshisekedi? Et enfin, Lamar Kazadi, qui est à Grenoble. Tiens, à Grenoble. Pensez-vous, professeur Lubanga, que l'université de Lubumbashi, entre parenthèses, campagne, pour vous, ne vaut rien par rapport à l'UNIKINE? C'est direct, hein? Je commence par la dernière question. Oui. Je n'ai pas dit que de la périphérie... vous avez dit Grenoble. Je n'ai pas dit que de la périphérie, rien de bon n'est pas en prévenir. Jésus-Christ est... Vous les avez piqués, là, les gens de Grenoble. Jésus-Christ est né à Nazareth. Je n'ai pas dit que de la périphérie, rien de bon n'est pas en prévenir. Jésus-Christ étant de Nazareth. Non, c'est pour dire qu'il y a toujours un esprit. Hein. Lorsqu'on est dans une capitale, la sensibilité des questions est beaucoup plus intense que lorsqu'on est dans des milieux où il n'y a pas de problème. Vous avez fait mouche, hein, professeur? Bon, mais fait mouche, hein? je pense que j'ai dit la vérité. Mais le vrai problème, Jean-Marie, c'est celui de savoir est-ce que le président Kalouba est encore en bonne relation, en bonne terme de Baleké. Mais il a été tiré au sort pas par les présidents de la République. Le tirage de sort est opéré par les greffiers en chef dans une salle publique. Peut-être commandé. Hein? Non, mais s'il est commandé, c'est un tirage de sort. Qui va les commander, mon Dieu? Personne ne peut les commander. Il était là seul dans une salle publique. Il y avait des juges là-dedans. Les noms on nous a rapporté, les noms ont été inscrits sur le bout de papier dans des urnes concernées, parce que Mongoulou étant décédé, il n'y avait donc aucun autre membre avec lequel tirer au sort. Et donc, le greffier a mis les deux noms, une demoiselle a bougé les urnes, et on a tiré les noms de ceux qui sont sortis. Mon Dieu. Fatal. Mon Dieu, c'est fatal, justement, c'est ce qu'on dit. Ça n'a rien à voir avec... Et ceci me rappelle la question de votre invité. Oui. Kalouba, quel mandat? Il a quel mandat? Pas de 3 ans. Il est tiré au sort parce qu'il a achevé un mandat un mandat de Luamba qui n'est que d'une année et demie. C'est pour dire c'est pour rappeler la fausseté de la théorie interprétationnelle de mon prédécesseur. En bon terme, ça veut dire qu'est-ce qu'il parle encore au président? Est-ce que le président va le recevoir? Est-ce que... En tout cas, je pense que... Qu'est-ce qu'on en sait? Le président de la République n'est pas un rancunier. Parce que vous voyez, aujourd'hui, il est avec tout le monde, y compris ceux qui hier n'ont pas été avec lui. C'est un père de la nation. Il a commencé la politique très très jeune. Il sait que la politique au Congo peine d'idéologie. Les gens ne viennent pas par idéologie dans ce pays. Ils viennent parce qu'ils ont tel ou tel désir à remplir ou à accomplir. Et que donc, il ne faut jamais fermer la porte lorsqu'on est chef de l'État. On est au-dessus de la mêlée, on comprend tout le monde, on est comme un père hein, avec tous les enfants, y compris les enfants qui ne font pas tout ce que vous voulez. Notre ami qui est au Gabon dit, professeur, vous nous faites l'interprétation des articles que ceux qui sont en bon terme, pour ne pas dire au profit de Félix Tshisekedi. Mais Jean-Marie Kassamba, nous parlons du tirage de sort. Ce sont les seules dispositions qui organisent les tirages de sort. Je remercie cet téléspectateur d'avoir vu... Qui est enseignant comme vous à l'université de Libreville au Gabon. D'avoir vu comme tout le monde. Dans notre pays, si là vous avez ses coordonnées, je peux lui envoyer la loi, il peut la télécharger également. Il n'y a que ces dispositions-là qui parlent du tirage de sort ou du renouvellement des mandats. Et le président de la République a fait exactement ce qu'il devrait faire. C'est que lui recommande la Constitution et la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Et si lui a vu les choses sous cet angle-là, de cette manière-là, oui,
c'est que le président ne s'est pas trompé. C'est que le président a sauvé la Cour constitutionnelle Professeur, en la rendant régulière. Professeur, vous êtes un homme brillant. Est-ce que nous allons appliquer l'article 70? Le chef d'État reste en fonction jusqu'à ce qu'on organise les élections pour avoir son successeur l'année prochaine. Autrement dit, est-ce qu'on va faire des élections au vu de difficultés organisationnelles, financières, tout ce qui se pose comme problème aujourd'hui à notre République? Nous avons dans ce pays une centrale électorale qui est chargée des questions électorales. Je pense que la CENI s'emploie depuis un temps à accélérer les étapes nécessaires à ces processus électoraux. Ça, c'est le principe. C'est le principe, justement, c'est là où j'en arrive. Désormais, c'est à la CENI de nous dire ce qu'elle doit faire. Pourquoi? Parce que lorsque une centrale électorale est mise en place, parce qu'elle est indépendante, c'est à elle de s'activer de manière à doter les pays des élections, parce que les moyens leur sont donnés aujourd'hui. La CENI, aujourd'hui, reçoit de manière régulière les moyens essentiels de sa politique. Est-ce que le président Tshisekedi veille à ces moyens? Il y veille régulièrement. Au jour d'aujourd'hui, je crois ils ne passent plus, vous voyez, il n'y a plus de plaintes de la CENI. Ils sont vraiment sur le terrain. Approvisionnés sur le terrain, ils travaillent. J'ai appris aux dernières nouvelles qu'ils étaient déployés sur toute l'étendue du territoire national en formation des formateurs et qu'ils revenaient dans un mois pour lancer les étapes, disons, suivantes. La situation est très active à la CENI aujourd'hui et nous espérons, nous attendons ces élections-là à la date constitutionnelle. Et le président l'a dit qu'il tient absolument à voir le pays tenir sa promesse constitutionnelle d'avoir une élection à la date constitutionnelle. Mais avec quelle loi électorale? Parce que il est en discussion. G13 a il est en discussion, Jean-Marie. Il est en discussion, cette loi électorale. Est-ce que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui? Parce que quand on voit celui qui est à votre place, il y a quelques jours, nous disait que Mbosso a torturé notre proposition de loi. Il y a les prémices d'une tricherie organisée pour donner la majorité tant attendue à Félix Tshisekedi l'année prochaine. Non, mais Jean-Marie, c'est lui qui affirme. Hein? Oui, mais celui-là, s'il a une telle affirmation, je me dis, c'est une proposition de 13 ou de 12, je sais pas, ils sont à combien? Vous avez posé la question, il n'a pas répondu. Vous savez, il faut arrêter de distraire l'opinion. Il ne faut pas que les frustrations individuelles soient élevées au niveau institutionnel. Nous ne pouvons pas régler nos frustrations à la télévision. Vous dites frustration personnelle? Mais oui, il ne faut pas que les frustrations individuelles soient élevées aux questions institutionnelles. Si vous avez des comptes à régler à un degré quelconque des arrangements politiques, il ne faut pas nous distraire à la télévision. La loi électorale, cette proposition de G13, pour en parler, de quoi est-il question? Il est question des idées apportées. Oui. Apportées pour être confrontées aux autres idées. Présentation des résultats bureau par bureau, sanctions s'il faut sanctions, des essais qu'ils ne veulent pas publier. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut que, au niveau de la CENI, qu'on ait quand même la redevabilité, c'est ce qu'ils exigent. Mais non, mais je pense que ce sont des discussions. Les seuils, la non-condamnation, enfin, la non-exclusion de celui qui a été condamné, comme Jean-Pierre Bemba, par exemple. Non, mais très bien, ce sont des propositions qui doivent passer à la discussion, à tous les niveaux. J'ai vu les débats à l'Assemblée nationale. Au niveau de la PAG ou au niveau de la plénière? Bon, je ne sais pas, mais je crois que la plénière est au-dessus de la PAG. Oui. Le règlement intérieur prévoit que, parce que la plénière est l'organe de décision, la PAG n'est qu'une commission qui amène tout en plénière. Mais, mon Dieu, qu'est-ce qu'on veut dans ce pays? Moi, je ne comprends pas. Des juristes, je m'étonne. Ça, des juristes, moi, je m'étonne. La plénière est au-dessus des commissions. Les commissions font rapport à la plénière. Qu'une question d'option soit traitée en plénière, qu'elle soit traitée en commission pour être ramenée à la plénière, mon Dieu, mais de quoi nous parlons? Il faut faire valoir des idées, des options. Parce que vous n'allez pas concevoir votre loi dans votre chambre
Parce que j'ai entendu comme votre invité fait tout, il n'est pas de sa première loi. Lukondo l'a appelé pour lui dire tu en es où pour nous. Il voulait bien nous faire comprendre que celui qui a encore rédigé dans le groupe de G13, il m'appelait toujours pour me demander tu en es où mon petit frère. Pour que nous comprenions, nous qui sommes initiés, que c'était lui qui avait encore écrit. Comme si Ndjoli, le professeur Ndjoli Jacques, qui est sorbonnard, que ce soit dit en passant. Lui, très attaché à la Sorbonne. Hein. Mais voilà, non, mais parce que je suis très déçu. Modestement, je suis passé par là. Ah, mais voilà Jean-Marie. et vous êtes le meilleur à les comprendre. Il faut être apaisé. Vous savez ce qui tue ces pays? Ce qui a tué Alain Juppé, c'est l'arrogance. Vous savez, Jean-Marie, la vie, l'intelligence, tout ce que nous avons s'enrichit par les exploits des autres. Il faut un concours de rationalité. Il faut intégrer dans son béavorisme la notion de complémentarité, la convivialité idéale dans le raisonnement, la coexistence idéale. L'homme ne peut pas être chauffeur, chimiste, il connaît tout. On ne connaît pas tout. On est expert de quelque chose. Mais, mon Dieu, c'est ça justement, cette arrogance que moi je ne veux pas. Alors, il faut que nous arrivions. La loi électorale est en discussion, Jean-Marie Kassamba. Les auteurs. Est-ce que les consensus exigés, est-ce que le président y pense? Est-ce que le président tient compte de cela? Qu'il y ait un consensus autour de cette loi pour que tout le monde intègre cette organisation des élections? Mais justement, je pense qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a également les Sénats. Et je pense qu'il n'y a pas que l'Assemblée nationale. Il faut bien comprendre qu'après les examens, il va passer justement au Sénat. Si les termes d'adoption sont différents, il va être convoqué un congrès. Il y a des étages. Mais comme il y a des étages, il va faire passer le message. Ça sera la dictature dont parlait, c'est ça là. S'il vous plaît, je n'ai pas entendu la question. Vous dites comme Félix Tshisekedi a la majorité, autrement dit l'union sacrée pour lui, Bahati au Sénat, Mbosso à l'Assemblée nationale, si ça passe en plénière, il a la certitude que tout ce qui sera proposé va passer. Cette majorité n'est pas une majorité moutonnière, c'est une majorité très réfléchie. Comment voulez-vous expliquer que dans une majorité qui sont moutonnières, comme le mouton des panures, oui, j'aime bien la psychologie, on a compris, qu'un ministre de l'économie soit défenestré. Mais vous savez qu'on a perdu ici un ministre de l'économie, oui, membre de la majorité présidentielle. Cette majorité n'est pas moutonnière. Elle est tout aussi réfléchie qu'elle est la réflexion de ceux qui conçoivent des lois. Qu'on se calme. La République a de vraies questions. La République a de vraies réformes. Ce sont ces réformes-là qui doivent nous intéresser. Nous ne pouvons pas, pour nos positionnements personnels, concevoir l'idée toute arrogante, sans limite, sans borne, que nous sommes les meilleurs. Il n'y a que nous qui pouvons tout faire. Il faut recourir aux figures de style tempéré. Il faut savoir quelle rhétorique tenir. Alors, et il faut finalement faciliter la finalisation de ces réformes. Parce que nous venons des réformettes. Nous venons des réformettes. Jean-Marie, nous avons un budget de plus de 10 milliards. Le FMI a annoncé pour l'année 2022, a prévu une croissance de 6,2. Nous sommes l'une des économies les plus fortes aujourd'hui. Mais nous venons d'où? Avec le prix qui flambe. Nous venons d'où? Les prix flambent, oui, c'est un contexte. Avec les gens qui sont impayés. Vous êtes intelligent, vous le savez, c'est un contexte international. Vous savez, j'enseigne la politique des prix. Il y a ce qu'on appelle l'équilibre entre l'offre et la demande. Dans cet équilibre recherché par les contrôles et les marchés, il y a des agrégats dont il faut maîtriser. Il y a l'offre. Les pays africains sont des pays qui essentiellement sont ravitaillés par l'importation. Mais si les pays importateurs, mais voilà, si les pays importateurs ont des problèmes, ne fournissent pas, ou les conditions de fourniture, ou même de fabrication, sont perturbées par la donne internationale aujourd'hui, la Covid, la guerre en Ukraine, toutes ces réalités-là. Mais ceci impacte dangereusement, évidemment, l'équilibre sur le marché. Et ce n'est pas seulement au Congo, c'est y compris en France, vous savez, aujourd'hui en France, les carburants n'est plus facile comme il y a quelques années. C'est vous dire aujourd'hui
nous n'avons pas besoin de leçons. On a besoin de voir tous les Congolais s'impliquer pour que les réformes qui sont proposées et d'autres en cours de réalisation soient finalisées. Aujourd'hui, en train d'être remplacées, on a inauguré des travaux de construction des tribunes aujourd'hui qui avancent très bien. Nous avons aujourd'hui dans ces pays les salaires qui sont ce qu'ils sont par rapport à quelques années, parce que ce sont des efforts qui sont fournis par tout le monde. Nous avons dans ces pays la circulation facilitée par les coûts des billets, ce n'est pas à dire. Les passeports aujourd'hui sont accessibles. Les visas pour les Congolais qui sont à l'étranger. Mais j'avance. Je voudrais ne communique pas sur tout ça. Mais voilà, merci. Merci Jean-Marie. Vous avez raison, c'est parce qu'on n'a pas des professionnels comme vous. Je crois que vous devez aider parce que c'est votre travail aussi de faire connaître ce qui c'est pour votre pays. Ce pays, il est le vôtre. Et moi, vous êtes là, professeur. Et moi, je vous ai toujours apprécié pour ça. Oui. Mais tout ce que les présidents font, c'est dans une année. Dans une année. Aujourd'hui, le service national est déployé dans toutes les provinces. À l'époque, c'était Makanyama KCC. On en a maintenant dans les Kassai orientales, Kassai occidentales. Nous en avons. Les routes sont construites. On est en train de penser relancer la route des Kalambambouji pour les Kassai, Kassai central, et l'Angola pour évidemment permettre cette intégration bilatérale. Mais vous avez tous ces efforts de reconnexion de la République au reste des régions et donc du monde. Je ne veux pas terminer cette émission sans vous poser cette question qui vient de tomber de Narcisse Kambidi à Pretoria, en Afrique du Sud. Pardon? Narcisse Kambidi, oui, qui est à Pretoria, en Afrique du Sud, qui nous suit en ce moment. Il dit avant qu'il parte demander au professeur de nous dire ou de nous expliquer le propos du chef de l'État qui a parlé des enseignants et des militaires, complices et enseignants qui n'ont pas de niveau. Est-ce que vous avez compris quelque chose, vous? Oui, j'ai compris. Le président il a voulu dire quoi? Il a voulu dire que notre système éducatif, aujourd'hui, est en inadéquation avec la demande professionnelle. Lorsque vous prenez un diplômé, vous êtes employeur ici, quand vous prenez un diplômé qui sort des universités ici et même de la région, il y a problème de déficit. Normalement, oui. Alors, il y a un problème. Énorme problème. Maintenant, il faut arriver à... le président dit qu'il faut arriver non seulement à condamner les étudiants, mais aussi ceux qui les forment. C'est pas dire qu'il n'a pas insulté. Non, il n'a pas insulté. Il a voulu conscientiser. Parce que le président est derrière un programme, LMD, qui est en installation, qui est en application aujourd'hui. Licence, maîtrise, doctorat. Doctorat. C'est pour permettre d'avoir un système, d'avoir un programme d'enseignement qui soit capacitant à permettre aux diplômés d'être en situation d'employabilité. C'est dire en réalité que lorsque vous terminez un programme universitaire, que vous soyez en même d'appliquer, de travailler tout de suite après, selon la filière où vous avez été formé. Mais que voulez-vous qu'on dise? Vous voulez qu'on dise que tout est bon sur le plan enseignemental? On a compris. Et donc, les militaires complices, c'est parce qu'on déplore les cas de vente de munitions à l'est du pays. Et vous le savez, la MONUSCO, tous les jours, fait des rapports. Les ONG qui sont là-bas, et vous savez, ils font appel. Ici, les commandements doivent être changés parce qu'on note une forme d'entente. Imaginez-vous, lorsque quelqu'un a fait plus de 5 ans dans un coin comme commandant, il y devient chef coutumier, mieux que le chef coutumier traditionnel. Il n'y en a pas deux. Et donc, il faut arriver à changer les commandements militaires. Ce sont des faiblesses qu'il faut corriger. Et là, le président est un homme sincère. Il a dit ce qu'il voit et ce qu'il entend. C'était quoi, l'homme Tshisekedi qui parlait ou le commandant suprême? Non, commandant suprême, parce qu'il doit dénoncer pour que ce militaire-là apprenne qu'il est au courant. Et lorsque les cas seront documentés avec preuve, la sanction ne tardera pas. Parce qu'il ne faut pas que la sanction arrive sans prévoir. Alors, mettez-vous debout, l'émission est terminée. Ah, merci beaucoup. Je vais vous poser une question de confiance. Est-ce que ça vous arrive de dire au président des choses désagréables lorsqu'il se trompe ou lorsqu'il arrive à prendre de mauvaises décisions? Ou vous êtes là seulement pour l'encenser, pour le flatter, c'est formidable. Le président est un très grand démocrate. Il accepte la différence. Il accepte parfois qu'on lui dise ces choses qu'il ne veut pas entendre. Il accepte. Et il vous donne son opinion. Je vous dis la vérité, ceux qui l'ont connu, je pense que vous les connaissez aussi. Absolument. C'est un homme très ouvert à la discussion, à la critique. Et moi, je suis très content d'avoir un tel président
un président qui a instauré une gouvernance humanitariste et qui, avec ses collaborateurs, vit de manière la plus fraternelle possible. C'est quelqu'un de très bien et il accepte vraiment l'équipe. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. J'espère que vous avez vraiment convaincu parce que ceux qui nous suivent à travers le monde ont été plus qu'attentifs. Cette émission sera rediffusée suffisamment. Et quand il viendra des questions, on va vous les transmettre. Et dites au président qu'il est attendu aussi sur ce fauteuil. Il s'y déployera. Soit nous viendrons chez lui ou s'il lui veut, il vient ici avec plaisir. Mais on va organiser. Reprenez les coulisses. Merci beaucoup. Et moi, je vais maintenant vous demander de suivre, en tout cas d'analyser cette émission en nous proposant naturellement d'autres thématiques. Et n'oubliez pas, très prochainement, on aura ici le patron de l'IGF qui va lui nous expliquer comment il fait pour faire peur maintenant aux détourneurs, ceux qui sont là en train de chiffonner les budgets publics. À très bientôt. Kabila Beka Kamoutoute, il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est la première fois que vous avez une vidéo dans le